Salut à toi, petite canaille. Sur mes papiers, je m'appelle Loeb Strauss. Je suis née en 1829. Mais tu sais, je suis plutôt connue sous le nom de Lévi. Lévi Strauss. J'ai toujours préféré qu'on m'appelle Lévi, tu vois, et j'ai même changé mon prénom officiellement. Bon, ça c'est un détail, on va donc pas s'attarder sur mon prénom, tu veux ? Je vais plutôt te raconter comment j'ai inventé, comment on a inventé, avec Jacob Davis, mon associé et mon frère de cœur, le fameux jean Levi's. Et je parie que t'en portes un à cet instant précis, ou que t'as déjà cherché à mouler ton gros cul dans ce pantalon qu'on a tout bonnement conçu. Alors si t'aimes bien les jeans et que t'es un peu curieux dans la vie, ce que je vais te raconter va te plaire. Et si t'as envie de savoir comment ce foutu pantalon est devenu le truc à la mode indémodable, porté par toutes les stars de la Terre jusqu'au plus grand des clochards, eh bien tu es au bon endroit car je vais tout te dire très calmement. Prends-toi un petit coca, un petit Jack Coca même si tu veux, et installe-toi dans une position confortable dans ton beau jean Levi's. Alors on peut démarrer. Je suis née en Bavière, en Allemagne, et plus précisément je viens d'une famille juive ashkénaze. Mais je me décide de me tirer aux États-Unis bien avant l'arrivée du dingos à la moustache carrée dans le pays. J'ai comme eu un flair, ça allait péter en Allemagne. Non, en fait, c'est pas ça. Disons qu'à cette époque, c'était tout début de la ruée vers l'or, en Californie. Tout le monde voulait aller aux States, chercher des pépites d'or et devenir riche comme Rockefeller. Moi, naturellement, je voulais aussi prendre la part du gâteau, qui était bien gras à cette époque, à moi. Et j'avais pas envie d'y aller pour chercher de l'or forcément, mais plutôt pour faire du business avec mes frères qui y étaient déjà. Eux, ils avaient déjà immigré à New York et ils avaient monté une boîte de textile. En fait, c'était un commerce de gros qui s'appelait Strauss & Co. Ils importaient du textile d'Europe et qu'ils revendaient aux États-Unis. J'avais envie de bosser avec eux, c'était un secteur qui me plaisait bien, tu vois. Puis bon, je suis allée là-bas, tout se passait bien. Mais je voyais que la ruée vers l'or devenait toujours plus forte. Je voyais pas mal d'Européens aller directement en Californie pour chercher les fameuses pépites. Et même à New York où j'étais, beaucoup de gars se tiraient en Californie pour tenter leur chance. Du coup, j'ai compris que c'était là-bas qu'il y avait du business. J'ai décidé donc de me tirer en Californie et de m'installer à San Francisco pour faire fortune. En fait, j'avais décidé d'ouvrir une succursale là-bas car la demande était forte et il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Comme ça, je continuais de bosser avec mes frères et je ramenais une nouvelle clientèle de là-bas. Ah oui, du flair dans les affaires, j'en ai eu et j'en ai eu beaucoup, crois-moi. Tu connais cet adage qui dit que pendant la ruée vers l'or, ceux qui se sont enrichis, ce sont les vendeurs de pioches ? Bah moi j'en suis un fier exemple, sauf que moi je vendais pas seulement de la quincaillerie et des pioches, mais je vendais aussi des vêtements et du textile. Alors je décide d'ouvrir ma propre société, à cette époque je l'appelle Lévi Strauss. J'ai simplement 24 ans et je sens que les affaires vont bien marcher. J'importe donc de la mercerie, des vêtements, des mouchoirs, des tissus et tout un tas de trucs bien utiles. Pour que ce soit plus clair dans ta petite tête, je faisais encore du gros à cette époque, c'est-à-dire que je fournissais toutes les petites boutiques au détail. Moi j'étais grossiste, toutes ces boutiques fournissaient et équipaient tous les mecs venus de toute l'Europe bosser dans les mines d'or. Bah oui, tu sais, à cette époque, la population grossissait à vue d'œil. Les mecs venaient de partout dans le monde chercher de l'or et souvent ils ramenaient leur famille avec. C'était une excellente période pour faire des affaires. Tout le monde était euphorique. Ah ouais, ça c'était la belle Amérique. L'Amérique du rêve américain, quoi. Ça a bien changé, dis donc. Mais bon, je vais pas faire mon nostalgique car je sais ce que tu veux, toi. C'est simplement savoir comment j'ai fait pour créer le Blue Jean, hein. Tranquille, j'y viens tranquillement. Donc je te disais qu'à cette époque, j'étais simplement un grossiste. Je vendais surtout des tissus de textile et un peu aussi des bottes et des vêtements de travail. Les affaires marchaient bien et je commençais à avoir une bonne réputation dans le pays, d'un mec fiable qui vend des bons produits à bon prix. Faut savoir aussi que j'étais pas mal appréciée parce que j'étais active dans les affaires culturelles de la ville de San Francisco et j'apportais mon aide quand je pouvais à la communauté juive. J'étais aussi connue pour être un homme simple. Tu vois, par exemple, j'insistais pour que mes ouvriers m'appellent Lévi et pas Monsieur Strauss. J'aimais bien la simplicité. Crois-moi, c'est certainement ça qui a fait que j'ai autant réussi dans les affaires. Prends-en de la graine. Bref, tout roulait pour moi à ce moment-là dans ma vie. Puis, il y a un gars à un moment que je connaissais pas directement, mais je faisais du business avec lui depuis pas mal de temps. Ce mec, il s'appelait Jacob Davis, et lui aussi était venu s'installer aux États-Unis quelques années auparavant. Il était russe d'origine, c'était un tailleur qui travaillait dans le Nevada. En fait, il m'achetait des gros rouleaux de tissu depuis pas mal d'années déjà. Et un jour, il m'a écrit une jolie petite lettre pour me parler d'un procédé qu'il voulait breveter. En fait, lui, il taillait des pantalons de travail et apparemment, une femme d'ouvrier était venue lui demander de renforcer ses pantalons avec des rivets solides, surtout au niveau des poches. Elle en avait marre de recoudre toujours les pantalons de son gars. Du coup, il en a fait un et quelques jours plus tard, des collègues du gars sont venus lui demander le même type de pantalon. Là, il s'est dit qu'il fallait absolument qu'il brevette l'idée avant qu'un crevard vienne lui piquer l'idée. Et c'est comme ça qu'il m'a écrit la lettre. Pourquoi il est venu me voir ? Pourquoi il m'a demandé de l'aide ? Bah, tout simplement, il avait pas assez de thunes pour acheter le brevet. Du coup, il me l'a proposé. Franchement, j'ai tout de suite accroché à l'idée. Tout de suite, j'ai vu le potentiel. Et puis bon, bah moi, mes affaires roulaient bien, j'avais la trentaine et j'avais envie d'un peu de challenge, tu vois. Du coup, on se rencontre, on va boire un coup et on va tous les deux obtenir notre brevet pour créer ce qu'on a décidé d'appeler le Blue Jean. On est exactement le 20 mai 1873 quand on a le papier officiel et on se doutait pas que cette affaire nous propulserait aussi loin. Bon, au début, on faisait appel à des ouvrières qui bossaient de chez elles, puis très vite, mon associé Jacob Davis est venu s'installer près de chez moi et on a ouvert la première usine de fabrication. Et notre salopette cintrée, c'est comme ça qu'on appelait le jean à l'époque, mec, était née.
Puis, quelques années après, une fois que nos jeans étaient plutôt bien connus dans le milieu, on a ouvert une usine plus grande et on a lancé une version améliorée. Et c'est là qu'on a sorti le célèbre jean 501, qui était connu à l'époque comme le 20. Celui-là a directement été un best-seller par tous les types de travailleurs, les fermiers, les mineurs et surtout les ouvriers qui étaient nombreux car c'était le plein boom des chemins de fer. Il fallait bien une bonne tenue, solide et souple pour leur mouvement et on avait créé le parfait vêtement pour eux. Tu m'étonnes que tout le monde en voulait un. Donc j'aimerais quand même que ce soit clair, même si tout le monde croit que je suis le seul inventeur du jean Levi's, il n'en aurait été rien sans Jacob Davis, c'est quand même lui qui a eu l'idée, je te rappelle. Je veux dire, j'ai un peu de peine car moi j'ai une fucking grande page complète sur Wikipédia et lui, mesquine, il a à peine 3 lignes. Voilà, je voulais lui rendre hommage à ma manière, à mon brave petit pote. Tu vois, parfois il y a de bons tandems et on peut dire que nous deux c'était le top. Mais à cette époque, on perd l'exclusivité de notre brevet. Du coup, pas mal de gars cherchent à nous imiter. On va alors communiquer sur la particularité de notre jean à nous. Et crois-moi qu'on a été vraiment très malin. Pour ça, on va en 1886 créer une étiquette en cuir au dos du pantalon. Aussi, pour notre étiquette, je vais t'expliquer le sens des 2 chevaux car j'en suis sûre que tu ne sais pas pourquoi ils sont là. En fait, on voulait montrer que notre jean était tellement solide, grâce à nos rivets en cuir, que même si 2 chevaux cherchaient à l'écarteler, ils n'arriveraient pas à le déchirer. Ouais, on avait le sens du marketing, à l'époque même où ça n'existait pas encore. En fait, notre jean XX, qu'on a appelé 501, était simplement le numéro du lot. Mais étrangement, les gens ont préféré l'appeler 501. On a donc tout misé sur la qualité. On a créé des modèles uniquement dans de la toile de 9/11 par exemple. Et on confectionnait nos jeans uniquement avec du dénice produit par la filature Conde des grosses Boros. Et on a fortement insisté pour préciser que c'était le gage de qualité. Tu vois ça, une boîte qui dure, c'est d'abord une boîte de qualité. Mets-toi ça bien dans ta petite tête de bœuf. Et bon, à partir de là, c'était l'apogée. Tous les travailleurs portaient nos jeans et notre affaire marchait bien. Bon, la vie avance et je meurs en 1902 alors que j'ai 73 ans. J'aurais bien voulu assister et voir de mes propres yeux à quel point le jean s'est popularisé. Mais que veux-tu, j'ai pas eu cette chance. Jacob, lui, meurt 6 ans après moi. Et lui, comme moi, n'aurait pas deviné à quel point notre jean deviendrait aussi emblématique. J'ai pas eu de gosse, du coup, ce sont mes neveux qui ont hérité de Lévi-Strauss. Franchement, ils ont fait un bon boulot de marketing. Ils ont su faire évoluer la marque exactement comme nous on l'aurait fait. Par exemple, en 1936, ils lancent la petite étiquette rouge. Tu sais, le petit bout rouge qui est placé dans la couture de la poche arrière. Et si tu penses que c'est un petit détail, dis-toi que t'es un petit con, parce que ce petit détail a eu toute son importance. Ça a apporté une pointe esthétique à une tenue de travail. C'était franchement pas mal pour l'époque, rentre bien ça dans ta petite tête. Bon, avec le temps, nos modèles ont évolué. Par exemple, la martingale a disparu. Ouais, je t'entends de là. C'est quoi la martingale ? La martingale, c'est l'espèce de tissu qui sert en fait à serrer le pantalon si t'as pas de ceinture. Il y avait aussi des boutons de bretelles à l'époque, puis on a rajouté la 5e poche, etc. En fait, les restrictions de la guerre et l'évolution de la mode ont fait changer le modèle. Mais c'est toujours resté un modèle qui tue. Retiens qu'à la fin de la 2e guerre mondiale, c'est là que le jean commence à être porté par un peu tout le monde, même en dehors du travail. Et l'un des premiers mecs qui a fait un truc à la mode, c'était Andy Warhol. Il le portait avec une chemise à carreaux et un blazer bleu. Tu vois, il a popularisé ce nouveau look. On a même appelé ce look le look Warhol. Tu penses bien que c'est devenu du coup carrément à la mode. Et même les femmes ont commencé à le porter. Et je dois dire que je suis assez fière qu'on était à l'origine de la mixité vestimentaire des hommes et des femmes. Et pour ta culture générale, sache qu'en 1800 par exemple, en France, il y avait une loi qui interdisait les femmes de porter des pantalons. Et ouais, heureusement que les femmes se sont battues pour leurs droits et je les applaudis de là où je suis. J'en profite aussi pour te raconter une anecdote et te montrer comment la pub a aussi fait un sacré travail de popularisation du jean. Par exemple, en 1985, la marque décide de taper fort avec une pub. La pub qui passe à la télé montre Nick Kamen entrer dans une laverie automatique, mettre des pierres dans le tambour d'une machine, retirer son t-shirt et son 501 pour enfin attendre en caleçon blanc et en chaussettes sous le regard de la clientèle. Penses-tu, la clientèle est féminine ? Eh bien, tu sais quoi, cette campagne publicitaire aurait fait grimper les ventes de la marque de 80% en un an au Royaume-Uni. Le spot est devenu un classique des films publicitaires. Donc voilà, j'arrête ici mon histoire et celle du jean Levi's. Maintenant que tu vas essayer de rentrer dans ton gros jean, tu auras peut-être une petite pensée pour moi, non ? Je l'espère. Allez, je te dis à bientôt, canaille.